Téléspectateurs, bonsoir. Comme promis, nous nous retrouvons pour votre émission Zoom sur. Alors, chers téléspectateurs, bonsoir et merci d'être avec nous ce soir. Parlons des droits de l'homme en Mauritanie qui a quand même connu au cours des dernières années un bond qualitatif caractérisé par d'importants acquis enregistrés, donc notamment au plan du renforcement et de la protection des droits civiques, politiques, économiques, sociaux et culturels visant à bannir toutes les séquelles de l'esclavage, à renforcer également le cadre juridique de défense des droits de l'homme, à améliorer les conditions de vie des détenus dans les institutions carcérales, mais aussi à prévenir la torture et à lutter contre toutes les pratiques nuisibles pour l'enfant et la femme. Pour en parler ce soir, nous avons avec nous des invités de marque, Monsieur Rassoul El Khal, qui est le commissaire adjoint au commissariat des droits de l'homme à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile. Également avec nous, Monsieur Chertourad Abdelmalik, directeur de l'instance nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic de migrants. Madame Salimatsi est également avec nous, elle est la présidente de l'association mauritanienne pour la promotion de l'éducation des filles, AMPEF. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous. Alors, monsieur le commissaire adjoint, nous allons commencer par vous. Quelle lecture faites-vous du classement de notre pays, donc un sujet très important pour nous, pour le pays, dans le rapport américain sur la traite des personnes? Je voudrais d'abord exprimer mes vifs remerciements à la chaîne El Mauritania pour l'intérêt qu'elle accorde à la problématique des droits humains et à l'accompagnement des réalisations accomplies dans ce domaine par le commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile. Je profite également de cette opportunité pour féliciter l'ensemble du peuple mauritanien, l'ensemble des acteurs étatiques et non étatiques à l'occasion du classement de notre pays au deuxième rang dans le rapport du département d'État américain sur la traite des personnes. Cette nouvelle victoire vient s'ajouter à de nombreuses autres success stories enregistrées par notre pays depuis l'accession au pouvoir de son Excellence, Monsieur le Président de la République. En droite ligne des orientations du Président de la République, le gouvernement de son Excellence, M. Mohamed Bilal Messoud, accorde un intérêt tout particulier à la promotion et à la protection des droits humains. D'ailleurs, le Premier ministre préside un comité interministériel chargé des droits humains et un autre comité interministériel exclusivement dédié à la problématique de la traite des personnes. Ces deux comités se réunissent régulièrement pour assurer un suivi de la mise en œuvre des mesures prises pour promouvoir les droits de l'homme en général et lutter contre la traite des personnes en particulier. Pour répondre à votre question, je voudrais d'abord signaler que le rapport établit la situation dans 188 pays du monde, y compris les États-Unis. Il est établi chaque année depuis plus d'une vingtaine d'années, ce qui lui confère une certaine objectivité, une certaine crédibilité, une certaine notoriété. Figurer donc dans ce classement est une reconnaissance des efforts enregistrés par notre gouvernement sous la direction de son Excellence le Président de la République, qui accorde un intérêt particulier à la lutte contre l'exclusion, à la promotion de la justice sociale, au raffermissement de l'unité nationale et de la cohésion sociale. C'est donc ainsi que le gouvernement tient des réunions régulières pour suivre la situation des droits de l'homme. Les dividendes tirés par la Mauritanie dans ce classement sont de trois ordres. D'abord, la satisfaction de voir ces efforts reconnus par la communauté internationale et par un grand État où les droits de l'homme sont importants. Deuxièmement, la possibilité d'avoir plus d'échanges commerciaux avec les États-Unis, notamment grâce au mécanisme de l'AGOA. Et troisièmement, la possibilité d'obtenir plus de financement dans le cadre du MCC, le Millennium Challenge Corporation. Alors nous allons revenir tout à l'heure justement sur
la Mauritanie, comment elle fait pour maintenir justement ce plan-là. Avant cela, une question au directeur de l'instance. Pouvez-vous nous édifier sur les actions et les initiatives mises en place aujourd'hui par le commissariat aux droits de l'homme et à l'action, aux droits de l'homme en Mauritanie, qui ont permis à la Mauritanie d'être classée quand même sur l'indice à la traite des personnes? Merci. Pour ma part, je remercie tout d'abord le Mauritanie pour ma part pour cette opportunité. Comme cela a été dit, cela va permettre d'éclairer, si vous voulez, à la fois l'opinion nationale, mais aussi l'opinion internationale sur les progrès importants que le pays a enregistrés ces 3 dernières années. Mais avant cela, je voudrais un peu expliquer de quoi il s'agit. Par rapport au rapport du département d'État américain, ce rapport classe les États, si vous voulez, en 3 catégories. Il y a d'abord les États qui sont classés dans la première catégorie, c'est-à-dire les États qui respectent les principes minimaux en matière de lutte contre la traite des personnes et qui font des efforts pour l'endiguer, si vous voulez. Et la catégorie D, ce sont les États qui ne respectent pas les principes minimaux, mais qui font quand même des efforts pour y parvenir. Et la troisième catégorie, ce sont les États qui ne respectent pas les principes minimaux et qui ne font aucun effort pour, si vous voulez, lutter contre la traite des personnes. Donc la Mauritanie, à partir de 2020, a été classée à la catégorie tiers 2 sous contrôle. C'est-à-dire qu'il faut travailler pendant les 3 années pour pouvoir arriver à cette catégorie tiers 2 sans surveillance, si vous voulez, sans contrôle. Donc, comme cela a été dit par M. le commissaire adjoint, en tout cas, nous nous réjouissons de ce classement, qui est quelque chose de très important pour nous. Mais je voudrais quand même souligner à cette occasion que ce résultat, ce classement, si vous voulez, a été la résultante d'un effort collectif. Le gouvernement, comme cela a été dit, et l'acteur bien sûr premier qui a engagé toute une série d'actions afin d'arriver à ce classement. Le gouvernement a été bien sûr accompagné par ses partenaires. Donc, il s'agit d'un effort collectif, entrepris par le gouvernement, coordonné et dirigeanté par le département en charge des droits de l'homme, c'est-à-dire le commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire, à la société civile. C'est bien de le préciser. Il s'agit d'un effort collectif dans lequel notre département a joué un rôle central. Mais il s'agit aussi des efforts entrepris à la fois par la société civile, qui est très active, comme vous le savez, mais aussi par nos partenaires, les partenaires techniques et financiers, à la fois ceux basés en Mauritanie et ceux qui se trouvent à l'extérieur. S'agissant de votre question, je dirais que plusieurs facteurs ont été à l'origine de ce classement. Le premier facteur, comme vous le savez, cela a été dit par M. le commissaire adjoint, c'est celui de l'existence d'une réelle volonté politique au plus haut niveau de l'État. S'il n'y a pas de volonté politique, on ne peut pas avancer sur le terrain des droits de l'homme, c'est connu ça. Les pays qui ont beaucoup avancé, ce sont les pays qui ont mis en œuvre une politique d'ouverture et de dialogue constructif avec les partenaires. Donc, comme vous le savez, le président de la République, dès son accession au pouvoir, a mis en œuvre cette politique d'ouverture et de dialogue constructif avec l'ensemble des acteurs, y compris les acteurs politiques, mais aussi les acteurs œuvrant dans le domaine des droits de l'homme. Pour cela, vous savez autant que moi que la Mauritanie a été visitée par plusieurs mécanismes internationaux des droits de l'homme, notamment des rapporteurs spéciaux, comme le rapporteur spécial sur les femmes contemporaines d'esclavage. Mais aussi, il faut le signer, cette ouverture a été soulignée aujourd'hui même par le haut commissaire aux droits de l'homme à Genève lors de l'entretien qu'il a eu avec son Excellence, M. le commissaire. Donc je le cite, le haut commissaire disait ce matin, la Mauritanie est un exemple à suivre, un pays stable et qui mène une coopération constructive dans le domaine des droits de l'homme. C'est, si vous voulez, un peu pour illustrer la satisfaction de nos partenaires par rapport à cette approche d'ouverture, de dialogue constructif avec les mécanismes des droits de l'homme. Cela a été aussi le cas dans le cadre de nos rapports avec le gouvernement des États-Unis d'Amérique. Comme vous le savez, il y a eu beaucoup de hauts responsables qui ont visité récemment le pays, notamment la sous-secrétaire d'État à la sécurité civile, à la démocratie et aux droits de l'homme, Madame Ouzra Zaya, qui a déclaré aussi, je la cite à la fin de sa visite en Mauritanie, qui disait donc, en ce qui concerne les droits de l'homme, j'ai félicité M. le Président Ghazouani pour les progrès réalisés par son administration en vue d'améliorer l'inclusion sociale et le respect des droits de l'homme. C'est important. Elle a visité le pays au moment
où le gouvernement a mis en place l'instance. Elle s'est dite satisfaite de la création de cette instance, mais aussi des mesures d'accompagnement qui vont suivre, et sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure quand j'aurai à parler des priorités de l'instance. Vous avez parlé tout à l'heure de la société civile. Peut-être Oui. la représentante de la société civile peut nous éclairer un petit peu. En votre qualité de membre de la société civile, alors comment avez-vous perçu ce classement? Partagez-vous le même avis, le même point de vue que le commissaire adjoint, par exemple, qui parlait tout à l'heure du bon qualitatif dans notre pays? Dans tous les cas, bonsoir, Ndeye. Merci de nous avoir accueillis sur ton plateau. C'est une opportunité d'échanger avec nos compatriotes et à travers bien sûr le monde sur des questions, ce classement de notre pays par rapport à l'Agawa. Donc c'est un moment très important et je profite aussi pour souhaiter un Eid Saïd à tous les Mauritaniens. Donc, et Sina. Donc on se réjouit. On se réjouit de cette classification, le fait que notre pays soit ici, en tout cas dans un pays parmi les pays qui respectent le seuil de respect donc ça nous permet, nous en tant qu'acteurs de la société civile, on s'en félicite. Mais peut-être quelque part on s'en réjouit, mais on se tient aussi, on garde toujours les pieds fermes. On est debout droit dans nos bottes, c'est quoi? Parce que je pense que le fait d'être sollicité ou bien félicité par des pays que nous avons quand même dépassé un certain cap et de respect des droits de l'homme par rapport à tout ce qui a été cité préalable par les prédécesseurs, notamment en matière d'ouverture, notamment en matière d'institutionnalisation, notamment en matière de l'accompagnement pour vraiment que le monde fasse un zoom et regarde ce qui se passe en Mauritanie. Mais je pense que la plus importante pour nous, c'est d'abord ce que le citoyen mauritanien est en train de vivre dans son pays. On se réjouit quand le citoyen mauritanien aujourd'hui classe la Mauritanie parmi les premiers pays, en tout cas en matière de respect des droits de l'homme. Je ne dirais pas que... Je dirais que ça nous réjouit, ça nous réconforte parce qu'on voit quelque part nos efforts, aussi bien, comme ils ont dit, les acteurs étatiques et les partenaires techniques, mais aussi notamment la société civile, qui sont récompensés à travers. Donc il y a une reconnaissance par rapport à ce travail fourni et tout, de cet effort collectif qui a été mis en œuvre et cette volonté peut-être politique aussi qui a été développée à travers des programmes et des responsabilités bien précises. Et bien, nous serons encore plus contents quand aujourd'hui, quand c'est le citoyen mauritanien qui nous donne une connotation. Donc si bien que la communauté internationale reconnaisse, mais la communauté également suive, la communauté mauritanienne suive. Parce que la reconnaissance, le droit, nous voulons nous-mêmes le vivre. Nous voulons que chaque citoyen mauritanien, que ça soit de façon verticale, transversale dans tout le territoire mauritanien, que le Mauritanien, là où il se trouve, qu'il puisse vraiment bénéficier de toute cette ouverture, bénéficier de tout ce qui a été fait et qu'il le vive concrètement dans son quotidien. On sait qu'il y a beaucoup de progrès et d'ailleurs, nous, je pense, avant même les États-Unis, c'est nous, la société civile, qui l'avons déjà dit. On est là parce que nous reconnaissons les efforts que l'État est en train de fournir en matière de respect de la promotion des droits de l'homme. Donc on le dit à tout le temps, à plusieurs occasions, on a eu à l'exprimer et on continuera aussi à toujours allouer, en tout cas, la volonté politique qui est là et toutes les mesures qui suivent pour concrétiser ces actions. Mais on sera aussi vigilant pour que vraiment jouer notre rôle de complémentarité par rapport à ce que l'État est en train de faire, afin que nos citoyens et nous-mêmes vivons vraiment en parfaite... Monsieur le commissaire, oui. Adjoint, qu'est-ce que vous répondez à cela aujourd'hui? La Mauritanie, c'est bien bon qu'elle ait une reconnaissance internationale et tout, mais plus encore, la reconnaissance de la communauté. Sentez-vous qu'il y a cette reconnaissance de la communauté mauritanienne aujourd'hui, qu'elle soit basée ici, ou la communauté de la diaspora aujourd'hui qui reconnaît les droits de l'homme, ou les efforts que l'État est en train de fournir aujourd'hui, ou les structures de l'État sont en train de fournir aujourd'hui pour garantir ce droit dans notre pays? Avant de répondre à votre question, je voudrais rappeler, comme l'a souligné M. le directeur de l'instance, que le rapport classe les pays en 3 catégories.
de 2013 à 2019, notre pays était malheureusement classé à la troisième catégorie, c'est-à-dire les États qui ne fournissent aucun effort pour lutter contre la traite des personnes. Devant ces défis, les plus hautes autorités du pays ont décidé d'œuvrer afin que la Mauritanie sorte de ce lot qui est placé en queue de peloton. Et dans ce cadre, un plan d'action national de lutte contre la traite des personnes a été élaboré et un comité interministériel, comme je l'ai souligné tout de suite, présidé par le Premier ministre, a été institué pour justement suivre de près la mise en œuvre des mesures contenues dans son plan d'action national. C'est ce qui nous a valu d'être aujourd'hui classés au niveau 2 sans surveillance, alors que nous étions à partir de 2020 classés dans la catégorie 2, mais sous surveillance. Il y a une différence entre la catégorie sous surveillance et la catégorie sans surveillance dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Il est évident que ce travail cet effort a été obtenu grâce aux efforts qui ont été fournis par le gouvernement et les autres partenaires, les partis étatiques et les partis non étatiques, pour arriver à ce niveau. Et donc, je crois que les observateurs sont unanimes aujourd'hui que la Mauritanie a réalisé d'importants efforts dans le domaine des droits humains et il est tout à fait normal que tous les partenaires crédibles saluent ces efforts-là. Pour revenir un peu à ce que vous avez dit, le commissariat aux droits de l'homme, a mis en place, a pris des mesures, des dispositions pour évaluer le plan d'action qui était sur la période 2020-2022. Et au terme de cette évaluation, une autre génération de plans d'action de lutte contre la traite des personnes sera mise en place. En attendant la mise en place de ce nouveau plan d'action, le commissariat, par l'entremise de l'instance nationale de lutte contre la traite des personnes, va entreprendre certaines actions dès les jours ou voire les semaines à venir, des caravanes composé de magistrats, d'oulémas, de représentants de la société civile, sillonnera tout le territoire national. Mais également, les acteurs, qu'ils soient étatiques ou non étatiques, verront leur capacité renforcée. Mais ils sillonneront, la caravane va sillonner pour sensibiliser. Pour sensibiliser, pour expliquer et mettre en relief la nécessité de lutter contre ce fléau. Dont les réflexions sont négatives. Maintenant qu'on est arrivé à un certain niveau, on doit faire de sorte de renforcer le niveau dans lequel nous sommes pour que nous puissions être, à l'avenir, nous avons des ambitions pour que nous soyons toujours en haut dans le classement des rapports sur la traite des personnes. Excusez-moi, parmi les mesures aussi qui seront prises, c'est la prise en charge des victimes, soit directement, soit à travers les ONG qui s'occupent des droits de l'homme, qui s'occupent des cas de traite. Ce sera fait à travers un fonds d'aide qui est logé dans l'instance nationale de lutte contre la traite des personnes. Oui, justement, pour le renforcement, s'agit-il, parce que récemment, vous avez quand même lancé, l'instance a lancé un numéro vert, le 1916, si je ne me trompe pas, destiné à signaler les cas de traite de personnes. Pouvez-vous nous donner plus de renseignements sur ce numéro? Est-il gratuit? Comment cela marche? Cela fait-il partie de ce processus, justement, de sensibiliser la population, aussi de leur montrer que les droits sont là, sont respectés, et qu'il ne s'agit pas seulement d'un classement au niveau international? Oui, mais avant cela, permettez-moi de compléter un peu, ce que je disais au départ, c'est que le classement a été lié à plusieurs facteurs et plusieurs actions, comme je l'ai déjà dit. J'ai déjà souligné le facteur lié à l'existence d'une réelle volonté politique, mais je voudrais dire aussi que le rapport a dit que la Mauritanie a entrepris des efforts importants en matière, par exemple, de législation. Maintenant, nous avons des législations pénales anti-esclavagistes et anti-traite qui sont des plus importantes dans la sous-région
Et surtout, le rapport a dit que des cas ont été traités. Vous savez, avant 2020, il n'y avait pratiquement pas de jugement. Maintenant, il y a des jugements, il y a même des condamnations. Et ça, c'est très important. Il faut aussi signaler, souligner aussi, comme cela a été dit par le commissariat de l'Equateur, la grande caravane de sensibilisation que le commissariat a menée avec l'appui de la société civile, la coordination de la société civile, et qui a un impact très important sur l'évolution des mentalités dans le pays. Mais il faut dire aussi que le rapport a bien sûr salué la création de l'instance nationale de lutte contre la traite des personnes, qui est, comme vous le savez, l'institution en charge de la conception, de la coordination de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de lutte contre la traite des personnes. C'est très important. Maintenant, pour ce qui est de la communauté nationale, je pense que ma sœur a tout à fait raison. Il ne s'agit pas seulement d'avoir ou de mettre, si vous voulez, en exergue ce que les autres pensent de nous, mais aussi, il faut que nous aussi, en tant que citoyens mauritaniens, nous nous réjouissons de ces progrès. Donc je crois que dans ce cadre, aujourd'hui même, comme vous le saviez, il y a eu un certain nombre d'organisations de défense des droits de l'homme qui se sont exprimées sur la question et qui se sont dit très satisfaites de ce classement et qui ont reconnu les progrès enregistrés dans le pays. Donc il ne s'agit pas seulement d'un avis extérieur sur le pays, mais il s'agit aussi de Mauritaniens qui se réjouissent de ce classement et des progrès enregistrés. Vous savez, dans les droits de l'homme, c'est toujours comme ça. Il y a certains qui sont contents et d'autres pas contents. Mais ce qu'il faut que dire ce soir, c'est que normalement tous les Mauritaniens doivent être contents parce qu'il s'agit quand même d'un progrès mauritanien, d'un progrès réalisé par le gouvernement, mais aussi par ses différents partenaires. Et la population a aussi besoin de sentir justement cette reconnaissance au niveau national. La population, comme je l'ai toujours dit, elle est très importante. Comme cela a été souligné, parce que vous savez, tous ces problèmes, les problèmes de l'esclavage, les problèmes des différentes formes de traite sont liés à la mentalité. Et donc, nous travaillons pour impacter sur un changement de comportement et de mentalité des Mauritaniens. C'est pourquoi les caravanes dont le commissariat adjoint parlait tout à l'heure vont sillonner les pays et vont surtout parler des dangers que représentent ces différentes pratiques, ces différents crimes qui sont aujourd'hui sévèrement sanctionnés par la loi mauritanienne. Il faut que les gens fassent attention. Il n'est plus acceptable de pratiquer de l'esclavage, c'est-à-dire d'exercer les attributs de la propriété sur une personne. Ce n'est pas possible, c'est un crime d'humanité, un crime contre l'humanité, pardon, mais aussi les différentes formes de la traite, la mendicité forcée, l'exploitation sexuelle, etc., etc. Donc, pour revenir au numéro vert, j'avais dit pendant l'émission passée que nous aurons un numéro vert, maintenant c'est officiel, nous avons un numéro vert 1916 qui est un numéro gratuit, et qui est surtout disponible 24 heures sur 24 heures. Donc l'objectif recherché, c'est, comme vous l'avez dit, c'est de recevoir des signalements des cas de la traite des personnes, d'esclavage, etc., etc. Donc ce numéro va permettre à l'instance de pouvoir avoir des cas afin de pouvoir apporter l'appui nécessaire à ces victimes. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que nous avons signé un protocole de partenariat avec une association qui s'appelle l'Association mauritanienne pour la santé de la mère et de l'enfant. Pourquoi nous l'avons fait? Nous l'avons fait parce que d'abord nous voudrions associer la société civile, parce que comme je l'ai toujours dit, c'est un acteur incontournable. Nous ne pouvons pas gagner la bataille si nous n'avons pas la société civile avec nous, ça c'est un. Et de deux, parce que cette organisation a une grande expérience en matière de gestion des lignes. Elle a elle-même une propre ligne, qui est la ligne 10-13, je crois qu'elle s'occupe des violences faites aux femmes. Donc nous avons voulu non seulement impliquer la société civile, mais aussi avoir un partenaire qui a une certaine expertise, mais aussi une certaine expérience en la matière. Donc je crois que ce numéro vert, nous allons bien sûr le faire vulgariser à travers les canaux de communication, notamment au niveau de la télévision, afin que les populations puissent en profiter. Donc je suppose qu'il y a tout un plan d'action qui suit un petit peu ce numéro vert, comment réagir en cas dans certaines zones. Vous avez des postes ou des bureaux établis dans plusieurs zones de la Mauritanie où tout est centralisé au niveau de Nouakchott? En fait, c'est l'association, comme je l'ai dit, qui va s'occuper de la gestion de la ligne. Bon, cette association elle est très présente sur l'ensemble du territoire. Et en tout cas, nous, elle a l'obligation, si vous voulez, de rendre compte tous les jours des appels qu'elle a reçus. Et elle fait même des rapports qui sont adressés à l'instance sur l'ensemble des informations reçues sur les cas de traite. Et donc, nous, de notre côté, nous allons travailler à ce qu'on puisse accompagner, si vous voulez, orienter, mais aussi prendre en charge les victimes si cela est nécessaire. Alors, Madame Si, tout à l'heure,
Monsieur Chertourat parlait un peu de la relation ou des rapports aujourd'hui de la société civile et des structures, des instances aujourd'hui qui gèrent un petit peu ces questions-là. Comment jugez-vous aujourd'hui le rapport ou le bon peut-être en avant des rapports aujourd'hui entre la société civile et les structures étatiques qui traitent aujourd'hui ces questions-là? Aujourd'hui, on peut dire quand même qu'il y a une nette amélioration. Quand on revient un peu à quelques décennies en arrière, on se regardait en chien de faïence et à chaque fois, c'est comme si c'était pas dans l'esprit de la complémentarité, mais l'esprit de la compétitivité. Chacun était dans son coin et pensait que l'autre était en train de le critiquer ou critiquer son travail. On ne voyait pas, beaucoup ne mesuraient pas cette action commune que nous devons entreprendre et que chacun de nous complétait l'autre. Et que quand on discute, quand on échange, peut-être c'était pour faire jaillir vraiment les bonnes actions et pour pouvoir mieux encore embrasser l'avenir au profit vraiment de ces victimes, au profit de nos populations pour mieux accomplir. Donc aujourd'hui, je pense que la communication, en tout cas, elle est assez fluide par rapport au commissariat. Nos rapports et puis qu'on est impliqué dans beaucoup de choses, notamment dans l'échange. Il y a des échanges réguliers qui se font entre nous, des tables rondes, il y a des sessions de renforcement de capacité parce que aussi, il est important, je pense qu'aujourd'hui la société civile c'est un acteur qui doit être incorporé, qui doit être impliqué dans toutes les étapes de politique de développement. Donc, dans tout ce qui est développement social, économique et autres du pays, on est obligé de mettre la... Et sentez-vous aujourd'hui cette implication? Plus ou moins, plus ou moins. On veut mieux, mais quand même, on ne dira pas qu'on n'est pas impliqué. Je pense que c'est l'occasion d'en parler, si la société civile veut mieux. Oui, on dit qu'on est plus ou moins impliqué, mais encore quand l'implication est encore beaucoup plus importante, ça ne fera qu'améliorer les choses. Comme je voulais juste un peu revenir quand même, qu'il est important que par rapport à cette reconnaissance, comme ils l'ont dit, que le citoyen doit être impliqué, il doit s'approprier de tout ce qui a été fait. Et comment cela peut se faire? L'État peut-être a les moyens, mais la société civile est là en tant que complémentaire. Donc nous, on a le rôle, en tout cas, de vulgariser, de rendre ça plus accessible, plus facile à comprendre par rapport aux citoyens ordinaires qui puissent s'approprier de ses droits et s'acquitter de ses devoirs. Et c'est dans ce sens que le pays peut avancer. Donc il faudra que la communication soit taillée à la mesure de tout un chacun et qu'elle soit vraiment beaucoup plus accessible. Donc je disais aussi qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites, je tiens à le dire ici avant que peut-être qu'on ne termine ce plateau, mais on sait que la Mauritanie a toujours eu des lois, on a toujours élaboré, on a toujours mis des institutions et tout ça, mais il est important aussi de renforcer donc, la faisabilité de la mission qu'on les assigne, en leur donnant vraiment les moyens qu'il faut pour que puissent aussi, ces instances puissent vraiment jouer le rôle que nous attendons de ces instances. On salue tous les efforts qui sont en train d'être faits et j'espère qu'ils vont vraiment continuer dans la même... En tout cas, on est dans une dynamique qui est positive, que nous saluons, mais nous voulons encore plus d'implication, plus de concertation et que tous les cadres de concertation soient dotés, soient fonctionnels, qu'on mette la société civile à sa place et qu'on nous reconnaisse en tant que partenaire, parce que même si on ne le reconnaît pas, si certains ne le reconnaissent, nous, on se voit en tout cas en tant que partenaire des structures étatiques. Donc là où nous devons être, nous allons occuper notre place, nous allons rester une force constante de proposition dans la construction, dans la dynamique de construction du pays et dans la dynamique vraiment du bien-être du citoyen mauritanien. Alors comment vous accueillez aujourd'hui l'idée de faire une caravane? Vous parlez de communication taillée disons, à tout niveau, genre pour tous les citoyens. Comment vous accueillez justement ce numéro vert qui a été mis en place, mais également la caravane qui va être organisée et la communication au niveau des médias, au niveau même des instances à l'intérieur du pays? Ce numéro vert, je pense que c'est une aubaine, parce qu'on sait surtout ces questions d'esclavage. C'est des questions vraiment qui sont assez difficiles. Les séquelles d'esclavage et l'esclavage lui-même, c'est des questions assez difficiles que beaucoup de gens ne comprennent pas. Donc, il y a un gap entre donc, les institutions et la population. Beaucoup ne connaissent pas qu'il y a des lois. Beaucoup ne savent pas qu'il y a ces punitions qui sont là.
Donc il est important qu'on sache aujourd'hui que la Mauritanie a dépassé un certain cap. On n'est plus à l'état où vraiment on pouvait mettre les dossiers sous la table et ne pas les traiter. Aujourd'hui, on est dans une phase où on traite. Et il y a des cas. Nous-mêmes, on a accompagné des victimes de traite et la personne en question a été emprisonnée, la MPF, en 2020. Donc, ça veut dire qu'il y a une justice qui est en train de fonctionner. Et davantage, elle va fonctionner si le citoyen connaît très bien. Et ce numéro vert, nous savons aussi que le territoire il est très étendu. La Mauritanie est grande. Et que les pratiques d'esclavage ne sont pas, même si elles sont dans le milieu citadin, mais c'est dans le milieu rural où c'est plus récurrent, où c'est plus vécu par les populations, où ça pose aussi beaucoup de problèmes qui affectent même la cohésion sociale, la stabilité du pays, qui peuvent menacer. Donc s'il y a aujourd'hui un numéro vert qui est accessible, donc en un temps réel, en un temps record, donc une réponse appropriée peut être donc donnée à cette victime. Et c'est ça qui nous importe. Ce que nous voulons, qu'il y ait la réponse de façon la plus rapide possible. Parce qu'on ne peut pas vivre dans la souffrance, on ne peut pas laisser quelqu'un dans la souffrance. Le fait d'abord d'avoir la... Et c'est bien aussi de l'accompagner avec les caravanes, parce qu'on sait aussi, du point de vue donc, infrastructure technologique, à l'intérieur du pays, la communication ne passe pas très bien. Parce que et c'est l'occasion aussi de dire que ces opérateurs téléphoniques doivent encore améliorer leur service à l'intérieur du pays, d'autant plus que les citoyens s'acquittent. Ce n'est pas quelque chose qui est gratuit. Donc, je pense que le numéro vert va un petit peu régler. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Tourade? Pour qu'il soit accessible à ces citoyens dans le monde rural, il faut que d'abord que Matel et Moritel et Chinguitel vraiment fassent de ces réseaux des réseaux vraiment performants et qui sont opérationnels à tout moment. Oui, sinon, la victime. Oui, l'accessibilité aujourd'hui, vous en parlez tout à l'heure, l'accessibilité du citoyen aujourd'hui à ce numéro vert et aussi aux politiques de l'instance que vous dirigez. Parlons-en un petit peu aujourd'hui pour un petit peu éclairer les citoyens sur cet aspect-là. Comme je l'ai dit tantôt, nous allons mener un travail de sensibilisation, de communication autour du numéro vert, ce qui est normal d'ailleurs, parce que les populations ne le savent pas encore. Donc nous allons utiliser, si vous voulez... Donc c'est l'occasion aujourd'hui de lancer ce message-là. Oui, de toute façon, nous lançons un message à tous les Mauritaniens pour leur dire qu'il existe un numéro vert qu'il faut devoir utiliser afin de pouvoir dénoncer les cas de la traite de personnes, qu'elle soit de l'esclavage ou une autre forme de traite. Ce numéro est à la disposition de toute la population. Je crois que c'est quelque chose d'important, comme elle a si bien dit, parce que, comme vous le savez, la plupart des gens ne savent pas là où aller. Donc, quand on a un numéro qu'on peut appeler, ça devient plus facile et ça devient aussi quelque chose d'important pour nous, parce que nous allons commencer à travailler quand nous allons, bien sûr, nous serons en présence de victimes. C'est très important. Alors, monsieur le commissaire adjoint, une autre reconnaissance, bon qualité reconnue au cours de la 53e session du Conseil des droits de l'homme pour l'année 2023, qui s'est tenue le 19 juin à Genève. Pensez-vous que l'appréciation positive que vient aujourd'hui faire Genève, aussi le Haut Commissariat des Nations Unies pour le droit de l'homme sur la Mauritanie, renforce le crédit du commissariat aux droits de l'homme? Monsieur Volker Türk, le haut-commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme, est la plus haute sommité dans le monde dans le domaine des droits de l'homme. Son témoignage sur la situation des droits de l'homme dans notre pays réconforte notre département et montre que nous sommes sur de bons rails. Il va sans dire que son appréciation constitue une preuve éclatante de l'efficacité de l'approche adoptée par le gouvernement mauritanien pour promouvoir et protéger les droits et les libertés et pour préserver la dignité humaine, comme il l'a signé lui-même dans son rapport devant la 53e session du Conseil des droits de l'homme qui se tient présentement à Genève. Et il l'a réaffirmé aujourd'hui même au cours d'un entretien qu'il a eu avec le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile. Mais puisque nous parlons des témoignages, il faut encore rappeler qu'il y a d'autres personnalités du monde des droits de l'homme qui ont déjà enregistré leur satisfaction des
des efforts fournis par la Mauritanie, notamment le rapporteur spécial des Nations Unies sur les formes contemporaines de l'esclavage lors de sa dernière visite en Mauritanie, a salué les efforts fournis par notre pays en matière de lutte contre l'esclavage et les pratiques esclavagistes. La semaine dernière également, notre pays a été réélu et pour la 3e année consécutive comme membre du Comité des Nations Unies sur l'élimination de la discrimination raciale. Tout cela montre donc que nous sommes sur de bons rails en ce qui concerne la promotion et la protection des droits de l'homme. Alors, nous sommes sur de bons rails, monsieur le docteur de l'instance. L'instance est le fer de lance aujourd'hui de la politique du gouvernement en matière de lutte contre la traite des personnes. Quelles sont aujourd'hui vos priorités dans le cadre justement de la mise en œuvre de cette politique-là pour rester sur ces rails-là, sur ces bons rails? Très bien. Donc, parmi nos priorités, il y a d'abord l'évaluation, comme cela a été dit tout à l'heure, l'évaluation et la réactualisation du plan d'action national de lutte contre la traite des personnes. Vous savez qu'on avait un plan d'action pour la période 2020-2022. Donc nous sommes en train de travailler pour la mise en œuvre d'un plan d'action, d'un nouveau plan d'action de lutte contre la traite des personnes pour la période 2022-2025. Ça c'est quelque chose déjà qu'on peut considérer comme un acquis, qui est très important, parce qu'on a été classé à la catégorie tiers 2, mais il faut continuer les efforts. Ce n'est pas parce qu'on a eu ce classement qu'on doit s'arrêter. Donc je crois que d'abord on va commencer par ce cadre programmatoire qui est donc le plan d'action national de lutte contre la traite des personnes pour la période 2022-2025. Deuxièmement, nous allons bien sûr commencer à mettre en œuvre, nous l'avons fait, commencer à mettre en œuvre le fonds d'aide et d'assistance aux victimes de la traite des personnes. Nous disposons d'un fonds et nous venons de lancer un appel à proposition justement pour les organisations de défense des droits de l'homme afin qu'elles puissent postuler et avoir des financements pour la prise en charge des victimes. Le fonds n'est pas seulement destiné à accorder une assistance directe à la victime, il est aussi destiné à renforcer les capacités des organisations de défense des droits de l'homme qui prennent en charge les victimes. Nous n'allons pas avoir, par exemple, nous avons l'ambition d'avoir un centre d'accueil et de prise en charge des victimes, mais ce n'est pas le centre qui va les gérer, ce sont les organisations qui s'occupent des victimes qui vont pouvoir gérer ce centre, par exemple, à titre d'exemple. Donc le fonds est quelque chose d'important pour nous. Nous avons aussi le mécanisme national de référencement que j'ai évoqué lors de l'émission passée. Ce mécanisme sera bientôt opérationnel. C'est un mécanisme qui comprend tous les acteurs et qui a pour objectif à la fois d'identifier, d'orienter et de prendre en charge les victimes de la traite des personnes, particulièrement les victimes de l'esclavage, mais aussi les victimes des autres formes de la traite des personnes. Il faut dire aussi que nous avons l'intention de mettre en œuvre des programmes. Et parmi ces programmes, nous avons déjà commencé à travailler avec les partenaires. C'est un programme national de lutte contre la traite des enfants. Vous savez que les enfants sont la proie facile en matière d'exploitation, en matière de traite. Et donc, nous comptons mener avec nos partenaires, mettre en œuvre avec nos partenaires un plan national de lutte contre la traite des enfants, qui englobe à la fois le travail des enfants, mais aussi la mendicité forcée des enfants. Nous comptons bien sûr, comme cela a été dit par le commissaire adjoint, organiser une vaste caravane de sensibilisation. Mais la particularité de cette caravane, c'est qu'elle sera menée par des oulémas. D'abord, des gens qui peuvent, si vous voulez, impacter sur la mentalité. Nous sommes un pays musulman, et donc vous savez que la traite est interdite par notre sainte religion, et donc nous allons mettre en avant, si vous voulez, ces leaders religieux, ces leaders d'opinion. Mais aussi que cela puisse influencer aujourd'hui la mentalité des Mauritaniens, surtout dans certaines contrées? Parce que c'est ça, l'esclavage, il est dans la tête, il n'est pas... Les gens, certains pensent qu'ils sont encore esclaves, d'autres pensent qu'ils sont maîtres, alors qu'il n'existe plus ni maître ni esclave. C'est dans la tête. Et donc, c'est ce qu'on appelle les séquelles de l'esclavage, ce qui est les survivances, ce qui est resté un peu de cette, malheureusement tard, ce phénomène que notre société a connu et qui existe dans toutes les sociétés de toute façon. En tout cas, nous, au niveau de l'instance, nos priorités sont là. C'est le plan d'action, c'est le fonds d'aide et d'assistance aux victimes de la traite des personnes, mais c'est aussi la sensibilisation, le renforcement des capacités des acteurs, c'est-à-dire les magistrats, les auxiliaires de justice, la police, les gardes-côtes, etc. Tout ce beau monde sera bien sûr formé et renforcé afin d'éviter davantage contre ces crimes. Comme vous le savez, c'est des crimes transfrontaliers. Ce n'est pas seulement au niveau national, ça peut se préparer quelque part et être exécuté en Mauritanie. Et le contraire est aussi valable. Et donc je crois que
Nous serons donc en mesure dans les jours et dans les mois à venir, Inch'Allah, de continuer ces efforts. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas parce que nous sommes classés à la catégorie Tier 2 sans surveillance que nous devions lâcher. Donc les efforts sont mis en place aujourd'hui pour maintenir ou même renforcer justement ce l'effort cadre-là. ne doit pas être seulement l'effort de l'instance. Vous avez par exemple en Mauritanie une commission nationale des droits de l'homme, vous avez des organisations de défense des droits de l'homme, vous avez aussi beaucoup de partenaires qui sont là pour ça. Donc je crois que tout ce monde doit travailler afin que le pays puisse progresser. Et comme elle a si bien dit, il faut bien se associer des citoyens. Ce sont les citoyens qui sont l'objectif, c'est les citoyens. Et donc ça, c'est le rôle de la société civile. La société civile doit impliquer davantage les populations, les sensibiliser, les appuyer, les prendre en charge, les écouter. Ça aussi, c'est le rôle de la société civile. Et donc nous, au niveau de l'instance, nous avons déjà commencé à faire des échanges avec la société civile. Nous avons lancé un appel à proposition pour les impliquer. Et nos portes sont ouvertes, comme ma collègue le sait très bien, pour tous ceux qui veulent combattre avec nous les différentes formes de la traite des personnes. Mais je tiens à préciser aussi que nous nous occupons du trafic des migrants. Et donc nous allons faire un plan d'action national de lutte contre le trafic des migrants parce que, comme vous le savez, une personne peut être à la fois objet de trafic et victime de la traite. Et donc tout cela est lié. Et donc, en tout cas, l'instance a bon espoir, avec ses partenaires, de pouvoir avancer sur ce terrain. Alors aujourd'hui, Madame Si, l'instance ouvre, que ce soit cette instance-là de lutte contre, pour les luttes contre la traite, mais également d'autres structures étatiques et non étatiques aujourd'hui. Mais il faudrait peut-être davantage que la société civile s'approprie aujourd'hui davantage la question et s'implique davantage elle-même, pourquoi pas forcer les portes un petit peu pour être impliquée davantage et disons taper un petit peu la table pour dire que ouais, on est là et on va s'impliquer. Je pense que sur ces questions, bien que l'État, c'est lui le premier responsable, il a ratifié les conventions qui relatives à toutes les questions de traite et trafic des migrants, notamment et on a les lois sur toutes les formes de discrimination. Donc on a la convention de Palerme, je pense, tout ça, qui parle donc de trafic de la migration et autres. Nous, je pense qu'on s'est approprié déjà dès l'instant où la Mauritanie a ratifié la convention, même si elle ne les avait pas ratifiées, sachant que c'est quelque chose qui rentre dans qui renforce la dignité humaine. Nous, on se l'approprie, on fait peut-être, c'est là que vous entendez qu'on fait des actions de plaidoyer et tout ça, pour que la Mauritanie puisse vraiment aligner sa législation à la législation qui peut prendre mieux l'être humain. Que ce soit le Mauritanien, que ce soit celui qui réside en Mauritanie, qui transite par la Mauritanie. Sachant, bien sûr, que déjà en amont, que la Mauritanie est une république islamique de Mauritanie et que l'islam ne permet pas de faire certains actes. Donc, mais malheureusement, il y a l'ignorance ou bien la négligence, ou je ne sais pas, en tout cas des comportements qui laissent perdurer certaines pratiques qui ne sont pas tolérées ni par notre religion, ni par les conventions auxquelles la Mauritanie a adhéré. Mais travaillez-vous aussi également sur la sensibilisation également de la société civile aujourd'hui? Oui, c'est pour vous dire que longtemps la société civile a été consciente et longtemps elle a été sur ces questions et longtemps elle les a apportées en justice et longtemps elle a accompagné donc ces victimes de traite ou ces victimes de trafic donc pour qu'ils soient restaurés dans leurs droits. Maintenant, aujourd'hui, on s'en félicite parce que tout ça aussi, il faut dire que c'était des revendications de la société civile à avoir des mesures qui sont mieux taillées, mieux mesurées et qui prennent plus, en tout cas, les préoccupations. Parce que je pense que tout ce que nous faisons, c'est des réponses données par rapport à ce qu'on vit sur le terrain. C'est le manquement que nous constatons, la lenteur dans la chose, qui a fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de mesures qui ont été prises. Et ça, on salue vraiment. C'est-à-dire qu'il y a quelque part aussi une oreille attentive qui sait que vraiment, il y a des goulots d'étranglement qu'il faut les dénouer pour que vraiment les choses puissent aller. Donc, nous, on a toujours été là, on va rester, on sera là, et on sera toujours là, et on sera toujours vigilant, et on va toujours réclamer quelque chose qui va encore plus prendre en charge, améliorer les choses. Et je disais tout à l'heure, j'ai pas un peu fini, par rapport à la communication. Certes, il y a le numéro vert qui va faciliter donc la saisine donc
par rapport aux questions de ces traites ou aux questions de l'esclavage dans notre pays. Mais il est important que nous, en tant que société civile, on est déjà sur le terrain, mais qu'on se déploie plus. Et c'est là, je pense, le rôle du commissariat et de tous les partenaires de renforcer vraiment, d'aider la société civile à avoir plus de moyens pour avoir une couverture géographique beaucoup plus importante. Parce qu'il y a beaucoup d'organisations aujourd'hui qui travaillent sur les questions de traite et qui ont prouvé en tout cas leur savoir-faire. Et je pense que c'est bien de les renforcer, c'est bien de les accompagner pour que vraiment leur plan d'action, le plan d'action qui a été fait, voit vraiment une réalisation effective, efficace et efficiente. Mais partagez-vous aujourd'hui l'appréciation du haut-commissaire des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme en Mauritanie? Je partage. Je note que quand même il y a des avancées, elles sont là. On a créé des tribunaux spéciaux, il y a eu des conventions qui étaient signées par la Mauritanie, mais il y a ici des lois aussi spécifiques domestiquées au niveau national. Quand on prend par rapport aujourd'hui tout ce qui est la lutte contre l'esclavage et les séquelles d'esclavage, la loi 2015. Donc ça, c'est une avancée notoire. Quand on regarde aussi que certains départements ont mis en place des structures pour prendre en charge ces questions. Quand on regarde aujourd'hui la création de l'instance, quand on voit les mesures d'accompagnement pour lutter même peut-être les formes de trafic de personnes et autres, et le travail, la pauvreté et autres. Donc tout cela, ça va dans le sens donc, de lutter contre ces flux. Mais on dira que ce n'est pas suffisant parce qu'il faut qu'il y ait une réelle application. Il faut que derrière tout cela, qu'il y ait vraiment une locomotive qui fasse vraiment drainer les choses et qu'elle aille au plus profond, je ne sais pas, dans le territoire le plus reculé de la Mauritanie. Et c'est là où on pense qu'il faut qu'il y ait encore plus de tolérance, plus d'échanges, plus de communication, plus de collaboration et plus de moyens pour que vraiment tout cela, que tous nos efforts vraiment soient qu'on voit, qu'on se réjouisse un jour, qu'on s'assoit ici autour de la table. Pour dire tout va bien. Pour dire que même si tout ne va pas bien à 100%, mais au moins à 80%, 90%, ça va mieux. Que ça s'améliore. Alors, monsieur le commissaire adjoint, aujourd'hui, pour renforcer la société civile et aussi pour renforcer les capacités de la Mauritanie, justement, à faire un bond en avant, à aller davantage vers cet idéal-là, quel rôle pensez-vous, par exemple, que les médias, les émissions de télévision peuvent jouer aujourd'hui? Je parle de notre rôle, à nous, les médias, dans la promotion de la défense des droits humains en Mauritanie. Merci pour cette question pertinente. Le commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile accorde une attention toute particulière pour la communication. Pour preuve, nous avons dans notre organigramme une direction exclusivement dédiée à la communication. En plus de cette direction, nous avons une cellule de haut niveau chargée des questions stratégiques liées à la communication. De même, le cabinet du commissaire compte une conseillère chargée de la communication. Donc, autant dire de structures qui prennent en charge le problème de la communication. Mais en plus de ces structures, nous disposons également d'un site web. C'est l'un des sites institutionnels les plus visités. Nous disposons également d'une chaîne YouTube et également de 2 comptes sur les réseaux sociaux, un sur Facebook et un autre sur Twitter. Donc, nous entretenons également une interaction positive avec les médias publics et privés, comme c'est le cas de votre chaîne Mauritania, qui nous accompagne souvent dans nos réalisations, dans nos actions. Et à chaque fois que le département compte mettre en place une action, la première des choses qu'on fait, c'est d'élaborer un plan de communication autour de cette action-là. À titre d'exemple, depuis la publication du rapport d'État américain sur la traite des personnes, nous avons conçu un plan d'action et cela s'est manifesté au travers de, par exemple, le commissaire a fait une conférence de presse au lendemain de la publication de ce rapport. La veille, nous avons publié un communiqué en français et en arabe. Et le commissaire a été également l'invité de votre journal de 20 heures. Et aussi, quelques jours après, il a organisé une rencontre avec l'ensemble des acteurs de la société civile pour évoquer avec eux les questions soulevées dans ce rapport.
Moi-même et les directeurs avons l'honneur aujourd'hui d'être vos invités dans cette émission. Et les différents directeurs en charge des droits de l'homme ont également animé des émissions à l'Ouattaniya et dans d'autres chaînes privées, ainsi qu'à Radio Mauritanie. Donc chaque fois qu'il y a une occasion, la communication, c'est la priorité de notre département. Alors, nous sommes rattrapés par le temps, hein, malheureusement. Un dernier mot avant de clôturer tout ça. Honneur aux dames, hein, Madame Tsi. Alors, qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui de la sensibilisation ou votre idéal aujourd'hui pour atteindre justement cette implication que vous souhaitez aujourd'hui de la société civile pour travailler mieux travailler avec les instances dirigeantes, les instances du pays pour aujourd'hui sensibiliser la population, mais également être là pour répondre justement aux besoins de cette population-là, concernant aussi des questions de traite et autres? Je pense que déjà la dynamique qui est là, qui est amorcée, elle est à renforcer. Donc la dynamique de collaboration entre, bien sûr que le commissariat, c'est quand même notre partenaire privilégié en matière donc, de toutes les actions que la société civile est en train de faire. Donc nous pensons qu'il doit y avoir une meilleure implication, qu'on doit aller dans cette dynamique, mais la renforcer les compétences de la société civile en termes de formation, en termes d'accessibilité de l'information, en termes même d'élaboration. C'est-à-dire qu'on voudrait être impliqué du début à la fin, et même dans le suivi. Et je pense que c'est comme ça que nous pouvons arriver à nos résultats. Mais j'appelle aussi mes confrères de la société civile à mieux peut-être approcher le commissariat, à mieux nous organiser, à mieux nous spécialiser et être vraiment une force de proposition par rapport, encore améliorer donc notre force de proposition par rapport à ce que, parce qu'aujourd'hui le challenge change. Aujourd'hui l'État a mis en place quand même des institutions, l'État a fait un progrès par rapport à ces choses-là, mais nous savons aussi qu'il y a beaucoup de choses qui menacent notre unité nationale, qui menacent la cohésion sociale, des questions de droits de l'homme qui restent encore récurrentes. Donc nous devons encore multiplier de vigilance et être encore plus professionnels et continuer à tendre la main et faire toujours donc privilégier ce dialogue, cet échange, pour que les choses avancent et soient beaucoup plus fluides. En tout cas, tout ce que nous disons aussi, que nous sommes là et que nous sommes preneurs et que nous souhaitons qu'accompagner l'État dans ce qu'il est en train de faire. Parce que c'est ça notre raison d'être et on est obligé de la nature à horreur du vide, soit on l'occupe ou elle s'occupe et nous voulons vraiment occuper la place. Mais c'est là, il faut que la compétition ne soit pas négative, mais qu'on soit dans une dynamique d'échange, de collaboration positive et qu'il faut que chacun fasse un peu du less pour que l'autre puisse avoir sa place et lui donner ce qui lui revient et pour qu'il puisse avoir une oreille attentive. Alors, monsieur, on remercie en tout cas tout ce qui a été fait et on remercie aussi la nouvelle vision en tout cas qui a été mettre les fonds qui sont en place, qui vont concrètement prendre en charge les victimes. Et ça, c'est ça qui va vraiment faire reculer cette question de traite et autres. Alors, monsieur Chartourade, qu'est-ce que vous nous diriez aujourd'hui avant de clôturer cette émission? Un dernier mot. Comme dernier mot, je dirais que le gouvernement et ses partenaires se réjouissent bien sûr de ces différentes déclarations et de ce classement à la catégorie tiers 2. Donc tout le monde se réjouit, à la fois le gouvernement, la société civile, les partenaires. Mais nous restons quand même vigilants, comme je l'ai dit tout à l'heure, le gouvernement reste vigilant. Et donc le gouvernement, sous l'impulsion de son excellence le Premier ministre, a l'intention de continuer de renforcer les acquis. Je crois que c'est très important. Comme cela a été dit tout à l'heure, le Premier ministre est président d'un comité interministériel en charge des questions relatives à la traite des personnes. Et donc je crois que cette dynamique va se renforcer dans les jours et les mois à venir. C'est très important, mais je dirais aussi que tout ce que nous faisons au niveau de l'instance vise justement à renforcer cette cohésion sociale, cette paix sociale très importante pour le développement du pays. Vous savez que la paix et le développement sont très liés. Donc tout ce que nous le faisons justement dans l'intérêt de la cohésion sociale, dans l'intérêt de la cohésion nationale. Et donc nous avons toujours besoin de la société civile aussi à nos côtés pour pouvoir atteindre les objectifs assignés. Donc nous avons une guerre d'espoir.
Nous sommes satisfaits, mais nous pensons qu'il y a encore un chemin à parcourir. Alors, un chemin à parcourir, monsieur le commissaire adjoint, aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez justement sur ce chemin à parcourir comme dernier mot aujourd'hui pour clôturer l'émission? Je crois que les observateurs de la scène nationale sont unanimes pour dire que la Mauritanie a engrangé de bons résultats dans le domaine de la promotion et de la protection des droits de l'homme. Cela a été rendu possible grâce à la volonté d'Allah d'abord, mais également à l'esprit d'ouverture et de dialogue instauré par le président de la République depuis son accession au pouvoir. Il y a eu une nouvelle approche des droits de l'homme en Mauritanie depuis ces dernières années, et cette approche est fondée sur deux principes essentiels. Le premier principe, c'est l'implication de l'ensemble des acteurs sans exclusive aucune. Vous savez, par le passé, il y avait des ONG, comme l'a souligné notre sœur, la représentante de la société civile. Il y avait des ONG qui étaient carrément marginalisées et qui étaient diabolisées. Et maintenant, le commissariat entretient des rapports avec toutes les ONG sans exclusive aucune et les considère comme des partenaires à part entière. Et même pour les organisations internationales, certaines étaient refoulées même depuis l'aéroport. Aujourd'hui, le commissariat traite avec eux comme des partenaires. Le deuxième principe, c'est le rejet, la rupture avec la politique du déni. Par le passé, les acteurs considéraient occulter les problèmes, alors que désormais, le gouvernement actuel a choisi de reconnaître les problèmes, s'il en existe, et de s'y attaquer de manière frontale. Par exemple, le cas de l'esclavage. Avant, quand on signalait un cas d'esclavage, toute la République se mobilisait pour l'occulter, pour faire des pressions sur les victimes pour qu'elles retirent ses plaintes, alors qu'aujourd'hui, le commissariat qui a en charge les droits de l'homme se constitue partie civile dans les affaires d'esclavage. Dans les deux derniers cas qui ont été signalés au nord du pays, l'une relative à l'esclavage et l'autre à la traite de personnes, le commissariat a envoyé une délégation de haut niveau pour documenter ces faits et elle s'est portée partie civile. Même quand l'une des plaintes a été retirée, le commissariat a tenu à ce que la justice, la lumière soit faite sur cette affaire jusqu'à son aboutissement. Enfin, je dirais que ces importants acquis doivent être préservés et même renforcés. Et ça, c'est l'affaire de tous les acteurs étatiques et non étatiques. Chacun doit jouer son rôle dans la limite des prérogatives qui lui sont conférées et laisser les autres jouer leur rôle. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Rassoul Khal. Je rappelle que vous êtes le commissaire adjoint au commissariat des droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile. Merci d'avoir répondu à nos questions, mais également merci à vous, Monsieur Chertourad Abdelmalik, directeur de l'instance nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic des migrants. Madame Sali Matissi, c'était un honneur d'être avec vous, présidente de l'association mauritanienne pour la promotion de l'éducation des filles, AMPEF. Merci beaucoup d'avoir accompagné ce débat. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique rédactionnelle qui nous ont accompagnés tout au long de cette émission. Et je souhaite d'excellentes fêtes à tous les Mauritaniens et au monde islamique en général.